Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode une invitée. C'est pas une sportive, ça change un peu du sport. On change, on varie. C'est pas une entrepreneur, mais un petit peu quand même. Et du coup, j'accueille Sarah Lequette. Salut Sarah. Salut Sébastien. Alors, je suis content de te recevoir. À double titre, c'est que on partage deux passions similaires. La première, c'est un petit peu tout ce qui est en lien avec le coaching, l'accompagnement, le fait d'avoir envie d'accompagner et d'aider des gens divers et variés. Et ensuite, le média, parce que du coup, tu animes aussi une émission de radio à Bordeaux sur RCF qui s'appelle Chemin des possibles. Exactement, une émission de psychologie. Voilà, donc du coup, on partage deux passions et c'est comme ça que finalement, la vie des réseaux sociaux, c'est ça. Je me suis intéressé à ce que tu faisais et tout, et puis du coup, je me suis dit, ça serait sympa d'en savoir un petit peu plus et puis de l'inviter finalement sur mon média et de pouvoir échanger avec toi de ton mental en fait, parce que j'ai pas encore interviewé de personnes qui font de la radio ou quelques coachs, mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi et voilà, c'est parti. Écouter ton intuition. C'est exactement ça. Du coup, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour agrémenter tout ça? Je lance des conférences là, donc j'en ai lancé une qui s'appelle Un nouveau regard sur l'échec. Donc je pense que c'est un format que je vais être amenée à développer auprès des établissements scolaires, mais aussi des entreprises. Ok, ah oui, l'échec. On va en parler de l'échec. Ouais. On va en parler. Moi, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire parce que je trouve que voilà, le seul échec, c'est quand on reste sur place après ne pas réussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas la résilience et le rebond nécessaire pour continuer. Et souvent, on peut s'appuyer sur... Moi, je préfère utiliser le mot expérience, pouvoir capitaliser sur ce qu'on a vécu, traversé, quel que soit... On a toujours des petites réussites, hein, même si on estime qu'on a raté quelque chose. Et voilà, c'est un peu ma philosophie, mais on en reparle un petit peu plus tard. Comme ça, toi, tu nous livreras un peu ta manière de voir les choses sur ce mot, le mot échec, qu'on emploie beaucoup en France et moins à l'étranger, je trouve. Alors, si t'es OK, on commence par un portrait chinois. Ça te va? Ouais, déjà, je voulais juste te remercier pour ton invitation et je suis ravie de participer à ton podcast. Écoute, c'est moi qui te remercie d'être là et de m'avoir, on va dire, accordé du temps. Et l'interview s'est fait spontanément, sortie de nulle part aujourd'hui. Et voilà, c'est qu'elle devait se faire aujourd'hui. Et des fois, il faut pas chercher à comprendre. Hein. Vive le flow. C'est exactement ça. Alors, petit portrait chinois, t'es prête? Allez, on y va. Alors, Sarah, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je serais le blanc, je pense, pour la pureté. J'aime bien Voilà, c'est une couleur que j'aime bien porter. Et j'aime bien les cœurs purs. Tu devais choisir un animal, lequel choisirais-tu? Un animal, je pense que ce serait l'oiseau, pour la liberté, le côté vision, aussi un peu à 360, tu sais, cette capacité à prendre de la hauteur, regarder les événements de plus haut. Il y a une petite expression aussi comme ça qui dit des fois c'est bien de se mettre, tu sais, comme un petit Bouddha en hauteur qui observe la situation, surtout dans les situations difficiles. Donc tu sais, tu te mets en hauteur et tu regardes comme une pièce de théâtre qui se passe. Comme ça te permet
de ne pas trop réagir dans l'instant. Tu sais, c'est d'être observateur parfois de ce qui se passe pour pouvoir ensuite apporter la meilleure réponse possible. Si tu devais choisir un lieu de vie, tu choisirais quel endroit? Je suis contente d'être à Bordeaux et en tout cas en France, je pense que c'est là où je suis. Ouais, je me sens vraiment bien. Je pense que c'est là où je suis, c'est Bordeaux. Pour moi, qui est la meilleure ville de France. Ok, bah ça me dit rien, mais t'as raison, c'est une trop belle ville. En plus, C'est canon, quoi. bah oui, en plus ils l'ont, comment dire, c'était une ville qui était pas top il y a plusieurs années, il y a très longtemps, et en fait ils ont déployé tellement de choses pour la rendre belle, ils ont nettoyé les façades, ils ont quartier par quartier, et puis franchement elle est magnifique, et puis vous avez le Cap Ferré pas loin Ouais. pour aller manger des glaces et des Ça. quiches. Le deuxième nom de Bordeaux, c'est la Belle Endormie, qui a été réveillée quoi, ces dernières années par le travail d'Alain Juppé quand même, qui a été maire et qui a fait quand même un travail de rénovation assez magnifique. C'est vrai qu'on voit que la ville s'est complètement illuminée, tu sais. Bordeaux, il y a 20 ans, c'était noir et sombre. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est magnifique. Si tu devais être un livre, quel livre choisirais-tu? Moi, j'ai un peu mon livre fétiche pour l'instant, c'est le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui est le livre pour l'instant qui m'a le plus marqué et qui est arrivé dans un moment de vie où je me suis complètement transformée et je pense que ce livre a contribué à ça et m'a fait prendre conscience justement de mon système de pensée, de mon mental en quelque sorte, enfin du fonctionnement de mon cerveau. Ça m'a aidé à prendre conscience de tout ça et à changer aussi mes pensées. Si tu devais être une chanson, quelle chanson serais-tu? Une chanson, Je l'aime à mourir, je dirais. C'est ce qui me vient spontanément. Alors c'est de qui? Je l'aime à mourir, c'est qui chante ça? Je ne me souviens plus. Je l'aime à mourir. Ah, mais ça me dit quelque chose. En fait, j'ai l'air dans la tête, mais je me souviens plus qui c'est qui chante ça. Qui Je c'est vais qui chante? trouver. Francis Cabrel. Ah voilà, Cabrel. Ouais, j'aime bien Cabrel. Et puis ouais, je l'aime à mourir. Je pense que le but ultime de la vie, c'est l'amour, quoi. Donc c'est ce qui me guide, moi, dans mon travail, dans mes actions, dans mon mental, enfin dans tout ce que je fais. Tu vois, j'ai envie de me dire au seuil de ma mort, voilà, que j'ai aimé. Je pense que c'est le plus important puisque c'est ce qui reste. C'est l'amour qu'on a donné. Tout le reste. Ouais, t'as raison, faire les choses avec amour, et bah en tout cas c'est une belle mission. Ouais. Allez, on va parler cannelé. Alors, je sais pas si c'est le plat que tu choisirais, mais le dessert ou du coup l'idée c'est, si t'étais un plat, lequel choisirais-tu? Si j'étais quoi? Un plat, un plat. Un plat. Ah oui, un plat. Je réfléchis. Peut-être le couscous. Bien. Couscous. Le Ouais, couscous de Bordeaux, il est réputé. ouais, c'est ça, quoi. Ouais, j'aime bien parce qu'il y a ouais, une belle richesse, tu vois, dedans, une belle diversité. Et ça, c'est la diversité aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. L'ouverture aux différences. Donc, voilà. Puis j'ai grandi au Moyen-Orient aussi, ça doit venir de là, en Égypte et en Turquie. Donc, j'ai une sensibilité aussi à l'Orient, on va dire. Et notamment au niveau des saveurs, parce que j'ai oublié, tu sais, on oublie une partie de notre enfance. Mais par contre, je me rappelle de la musique, des odeurs, de la nourriture. Tu vois, je sens que j'ai une proximité avec ça. Voilà, du coup, le couscous, j'en mange rarement, mais il y a un super couscous à Bordeaux qui s'appelle le Marrakech. Ok, bah écoute, quand j'irai, bah, C'est pas le Marrakech du rire, mais presque. j'irai le tester. Tu devais être une saison, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Ouais, le printemps, c'est la Renaissance. Allez, il m'en reste deux. Avant qu'on attaque un peu la Le dimension vif du sujet. mentale. Si tu devais choisir un super pouvoir, lequel aimerais-tu avoir? Depuis que je suis petite, enfin, c'est plutôt un rêve que j'avais quand j'étais petite, c'était de pouvoir être invisible, tu sais, de pouvoir être à certains endroits quand je veux, mais de façon invisible, quoi, pour écouter des conversations, pour, tu vois, prédire un peu l'avenir. Et ça, quand j'étais petite, vraiment, je rêvais de ça, quoi. Je me disais: «Putain, si je peux être invisible là», tu sais? Donc c'est pouvoir aller, toi, tu aimes bien le sport, à un match, voilà, de façon invisible, écouter les coulisses, tu vois? Tu vas où tu veux, en fait, mais tu es invisible, quoi. La fameuse cape d'invisibilité de Harry Potter. Ouais. Ou alors il y avait l'homme invisible aussi. Il y avait il y a très longtemps, une série, l'homme invisible. Il avait le pouvoir de. C'est pas mal. Allez, la petite dernière. Si tu devais pouvoir rencontrer
personnage historique, tu aimerais rencontrer qui et pourquoi? Simone Veil, je pense. C'est une femme qui m'inspire. Je pense que c'est l'une des femmes qui m'inspire le plus. Donc, c'est quelqu'un que j'aurais bien voulu interviewer, tu vois. Donc, ouais, je comprends. Je comprends. Je trouve qu'elle est vraiment l'exemple type de la façon de transcender les épreuves que l'on vit, que l'on traverse dans notre vie, tu vois. Parce qu'elle, elle a dû vraiment vivre l'injustice quand elle était enfant, à travers les camps de concentration, la perte d'une partie de sa famille. Donc, quand elle était enfant, elle a vraiment vécu ça dans sa chair. Et on voit le lien que ça a eu et l'impact avec ce qu'elle a fait finalement de sa vie, elle est devenue magistrate, avocate, puis elle a fait évoluer les droits des femmes en France, mais aussi au niveau européen. Enfin, du coup, tu vois, il y a souvent un lien entre l'épreuve et puis ce que la personne en fait derrière. Ouais, et puis ce qui est intéressant, ça me fait penser à une publication que j'ai faite il y a pas longtemps sur LinkedIn sur l'autorité personnelle. Souvent, on pense que on peut pas développer cette autorité, tu sais, cette présence que certaines personnes ont quand ils sont dans une salle avec des gens. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Et grâce aux épreuves, et que les épreuves nous forgent tellement un caractère solide à toute épreuve qu'après, finalement, on dégage un certain charisme parce que on sait s'imposer ou imposer, entre guillemets, un message qu'on a envie de faire passer, par exemple. Parce que l'avoir vécu, avoir, comment dire, transcendé son mental parce qu'on a dépassé, en tout cas, certainement, des choses difficiles, bah, du coup, après, on arrive comment dire, à les expliquer, à les porter, à être engagé dans ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien le mot incarner, tu sais, que Mmh. tu incarnes en fait un message puisque de toute façon, c'est ton histoire, quoi. Donc, C'est c'est ça, c'est toi, quoi. C'est de fait, tu vois, c'est exactement ça. c'est totalement incarné. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour ton petit portrait chinois. Je sais pas si tu avais déjà fait ce Non, c'est une première, donc merci pour cette découverte. où, j'ai pris le temps, je t'avais concocté, 10 petites questions très simples. Bon, c'était le warm-up, pardon. Le moyen, en fait, voilà, de rentrer dans l'interview. Là, on va rentrer, dans le vif du sujet, parler de ton parcours, parler du mental, parler de différentes choses qu'on peut intégrer dans le mental, comme la confiance en soi, le droit à l'erreur, la détermination, enfin voilà, plein de petites choses qui sont importantes souvent de travailler pour en tout cas développer son mental et comme on dit souvent, être efficient. Bon, aujourd'hui, dans le travail, on parle beaucoup d'efficience, de performance. Moi, j'aime bien l'associer au bien-être parce que personne n'est performant sans être bien en fait. Donc l'idée, c'est que les deux vont de pair, être bien dans ses baskets pour pouvoir être aussi performant. Et du coup, bah, on va commencer par ton parcours. Si tu devais, donc par rapport à ton parcours, me dire en quoi il t'inspire, qu'est-ce que tu me répondrais? Il m'inspire que dans la vie, on peut tout réaliser. On est vraiment maître du navire, quoi, qu'on est maître de notre destin. Que la vie aussi, enfin, je dirais qu'on est co-créateur parce que moi, je trouve que la vie aussi crée parfois. Donc, il y a ce que moi, je mets en action pour réaliser mes rêves, mes projets, mes envies. Et puis, il y a la vie qui m'accompagne aussi. Donc, parfois, moi, ça m'est déjà arrivé d'être chez moi et d'avoir une opportunité qui arrive. D'avoir rien fait au moment présent pour ça, mais tu vois, c'est la vie qui t'envoie un cadeau, une rencontre, etc. Après, bien sûr, ça vient du travail. Moi, j'aime bien la définition de la chance qui dit que c'est le travail qui rencontre l'opportunité. Donc, il y a toujours cette notion de travail, bien sûr, de préparation qui crée la chance, en fait. Il faut avoir quand même se créer cette chance-là. Donc, moi, je me dis aujourd'hui que mon parcours m'a appris ça, c'est que je suis capable de tout réaliser, en fait, à partir du moment où je le souhaite et à partir du moment où je maintiens mes pensées, mes paroles et mes actions dans la direction de mon objectif, quoi. Avec un petit peu le recul là, voilà, à la date d'aujourd'hui, de quoi tu es le plus fier, la plus satisfaite? Bah, je pense que c'est le fait de m'être rencontrée. Donc, je pense que j'ai fait la plus belle rencontre de ma vie, c'est de m'être rencontrée moi, quoi. Donc, c'est un travail d'introspection, enfin, qui est assez douloureux quand même, mais un travail de connaissance de soi, tu sais. Et parce qu'à partir de là, en fait, bah, quand tu te rencontres toi-même, tu peux ensuite rencontrer
toutes les personnes que tu croises sur ta route. Et en tout cas, ça m'a fait prendre conscience aussi que l'amour, justement, on n'en parle pas souvent, hein, c'est un peu un mot parfois même tabou, mais c'est vraiment pour moi, le plus important dans la vie, quoi. Donc c'est pas facile, c'est un challenge d'être toujours tant que possible dans l'amour, dans ses relations familiales, amicales, professionnelles, etc. Mais on voit bien que c'est ce qui nous rend heureux, en fait, hein. Plus tu rends heureux les autres, plus tu es heureux toi-même. Donc plus tu donnes de l'amour, de l'attention, etc., plus toi, ça te donne aussi de l'énergie. Et donc voilà, la vie, c'est comme ça, c'est que une circulation d'énergie entre donner et recevoir. Donc je pense que voilà, c'est un peu tout ça. C'est un peu comme le cycle de l'eau sur la Terre, en fait. Ouais, bah L'eau, elle oui. se régénère et puis voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Du coup, on a tous besoin. Finalement, si on met ça comme l'amour, le fait de donner, de partager, c'est un peu le même état d'esprit, quoi. Pour se développer, et si on veut être bien vert et bien épanoui et développé, il faut arroser les autres et être arrosé aussi, quoi. Ouais, c'est ça, mais bon, je pense que tout part de soi. Tu vois, c'est parce qu'il y a la question de l'amour, mais c'est l'amour de soi aussi, ça part de là, hein. C'est comment je m'aime moi, quelle est ma relation avec moi-même. Parce qu'à partir de là, eh bien, la vie s'améliore quand même. Enfin, je Ouais, trouve que la vie extérieure est le reflet de la vie intérieure. effectivement. Après, c'est vrai que c'est un travail sur soi et puis chacun est différent. Et puis, souvent, j'aime dire que bah, nos parents qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, qui nous ont transmis et qui nous ont montré à voir aussi. Ça, c'est parce que c'est aussi nos modèles, c'est les gens qu'on voit le plus quand on est, du coup, ça a quand même un facteur, comment dire, d'influence sur en tout cas sur les adultes qu'on devient à un moment donné. Donc forcément, par moment, on hérite un petit peu de certaines choses sur lesquelles on doit aussi travailler pour mieux, pour aller mieux nous aussi. Si on a pris des bagages qu'il fallait pas, éventuellement, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement, il y a ce que nos parents nous transmettent en termes de blessures. Il y a tout le côté positif, donc les qualités, les compétences, etc. Mais il y a aussi des blessures qu'on peut hériter de nos parents, mais aussi transgénérationnelles. Donc, c'est-à-dire les grands-parents. Donc, parfois, tu le sais pas, mais tu portes en toi, dans tes gènes, une blessure de ton grand-père ou de ta grand-mère, tu vois, qui a vécu une grosse épreuve, qui a fait une guerre ou j'en sais rien. Et toi, en fait, sans le savoir, tu portes ça en toi et ça génère des choses dans ta vie, jusqu'au moment où tu en prends conscience et tu peux t'en libérer. Ouais, parce qu'en plus, je crois que scientifiquement, il a été montré et prouvé que du coup, nos gènes gardent Oui, trace. Du coup, il y a une transmission qui se fait ah, et c'est complètement, ouais. assez intéressant d'aller voir un peu ce qui s'est passé avant nous pour savoir s'il n'y a pas des trucs à Moi, travailler. j'ai posé la question récemment à mes parents, quoi, de connaître les épreuves de mes grands-parents, les principales épreuves de vie. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de secrets aussi, parfois, tu sais. Ouais, les secrets de famille, ouais, effectivement. Effectivement. Ok. Si je te dis rendre possible l'impossible au prisme de ton parcours à ce jour, est-ce que ça te parle? Ouais, oui, bah forcément, moi, mon slogan, c'est un peu dans la vie, tout est possible. Donc, c'est vraiment, voilà, ce champ de potentialité qui est, je pense, ouvert à tout être humain et qui demande un passage à l'action et un travail sur soi pour s'autoriser à, en fait, tout part de là, quoi. Qu'est-ce que je m'autorise à faire? Qu'est-ce que je mets en action pour réaliser ça? Mais c'est vraiment la relation à soi-même, hein. Je pense que tout part de là, quoi. Ok. Il y a ça, ouais, tu dis. En fait, c'est la rencontre, mais à double sens, c'est-à-dire se rencontrer soi, mais se rencontrer soi, c'est aussi rencontrer les autres, parce que c'est souvent les autres qui, par effet miroir, Exactement. nous font travailler sur nous et nous permettent de nous rencontrer nous aussi, puisque Oui, tu tout compris, ouais, ouais. Ouais, en fait, quand tu te rencontres toi, moi j'aime bien cette phrase, quand tu te rencontres toi, tu rencontres l'humanité. Donc du coup, ça change pas mal de choses. C'est vrai. Qui n'a pas rencontré quelqu'un qu'il ne connaissait pas et on ne sait pas pourquoi, en fait, ces gens-là nous énervent, en fait, ils nous font réagir. Il y a quelque chose qui se produit et on ne sait pas pourquoi, mais du coup, il faut Ouais, toujours questionner le pourquoi. Il y a toujours quelque chose qui fait. ouais, ouais, c'est vrai. C'est super intéressant. Après, il faut en avoir conscience, tu vois, d'avoir Oui, ce réflexe, de te dire, mais en fait, il est sympa et tout, mais il y a un truc qui m'énerve chez lui, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, souvent, c'est quelque chose qui nous a énervé chez quelqu'un d'autre. Ça peut être nos parents, ça peut être une attitude, quelque chose qui fait que ça nous rappelle
quelque chose. Et du coup, ça crée une réaction épidermique chez nous. Donc c'est bon, ça permet de travailler une fois de plus, comme tu dis, sur soi. On va parler de la confiance en soi. Ouais. Est-ce que tu as la confiance, toi, tu l'as? Alors, j'ai de plusieurs profils dans le podcast quand j'interviewe et que je pose cette question-là, notamment sur le développement de la confiance. Il y en a qui me disent que, du coup, grâce à, on va dire, à l'environnement familial et aux encouragements et au fait que, voilà, si tu te plantes, c'est pas grave, on est là. Tu sais, il y a ce filet de sécurité parentale et du coup, ils ont construit leur confiance et ils ont osé entreprendre, prendre des risques. Après, à l'effet inverse, il y en a qui n'ont pas eu ça et qui finalement n'avaient pas forcément une grande confiance. Et cette confiance-là, elle s'est acquise avec le temps, les échecs et les réussites, et souvent le temps, parce que du coup, en fonction des différents domaines, hein, parce qu'on peut avoir confiance dans un domaine et pas forcément confiance dans un autre, parce que voilà, c'est souvent l'expérimentation, l'action qui fait qu'on prend confiance dans ce qu'on réalise. Toi, ça s'est passé comment, la confiance? Moi, je pense que je reviens de très loin là-dessus, en toute transparence, parce que j'ai vécu un échec scolaire assez important, 15-16 ans. Donc, quand on a toute l'autorité scolaire qui nous envoie des bulletins tous les 3 mois en nous disant qu'on est insuffisant, manque de concentration, manque de ci, manque de là, si tu veux, quand tu as 14-15 ans, tu es en train de construire ta personnalité, quoi. Donc, les bulletins scolaires, faut imaginer, c'est 10 professeurs qui m'envoyaient ça, en fait, tous les 3 mois, tu vois, ça a duré à peu près 3 ans, quoi. Il faut imaginer que ces bulletins étaient lus ensuite par mes parents. Donc, ça me rajoutait une couche. Donc, j'avais l'école et un peu les parents qui me renvoyaient cette image, en fait, assez négative de moi-même. Et bon, j'ai vu il y a pas très longtemps qu'on appelle ça l'effet golem. C'est-à-dire que c'est quand tu as justement ton environnement, surtout des autorités hiérarchiques. Tu vois, donc ça peut être ton patron. Là, c'était l'école. En gros, moi, j'étais une enfant, quoi. Quand tu as quelqu'un comme ça qui te renvoie des messages dévalorisants, en fait, tu t'identifies totalement et tu te dis, je suis ça. Donc moi, j'ai pensé que j'étais nulle pendant quand même une partie de ma vie, quoi. Parce que j'avais intégré, en fait, ce que l'école m'avait renvoyé à un moment donné. Bon, après, j'ai continué ma route. Et puis, aujourd'hui, j'ai quitté l'école, en fait, en troisième, après avoir redoublé, du coup, parce que ça se passait vraiment pas bien. Et j'ai commencé à travailler et voilà, 20 ans plus tard, je suis, surdiplômée, 5 diplômes, 2 masters. Donc j'ai un peu j'avais une revanche à prendre, saine, hein, sur le fait que j'avais besoin certainement de me prouver à moi-même que j'étais capable de. Un peu de transgénérationnel aussi à ce niveau-là, je pense, au niveau des femmes. Et puis, et voilà, en fait, ma confiance, je l'ai construite, moi, je pense, au gré de mes échecs, parce que j'ai beaucoup échoué. Donc il y a cet échec scolaire de départ assez important, à 14-15 ans. Et ensuite, j'ai eu 3 gros échecs. Donc, c'est-à-dire, je passais un diplôme, je le ratais, donc je recommençais derrière. Et si tu veux, ça, donc à 3 reprises. Et je pense que finalement, ça a construit ma confiance parce qu'à chaque fois que je réussissais, c'était encore plus savoureux. Je sais pas comment te dire, mais l'échec m'a beaucoup enseigné. Donc, effectivement, moi, j'utilise le mot d'échec justement parce que je trouve qu'il y a besoin de démocratiser un petit peu sur le sujet en France et de faire réfléchir, d'ouvrir un peu les mentalités. Mais effectivement, pour moi, l'échec, c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire que tout dépend du regard qu'on porte sur les situations. Soit tu te dis que c'est un échec, c'est le drame de ta vie, tu fais une dépression et tu restes dessus toute ta vie. Soit tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience? Pour moi, l'échec est une expérience initiatique de progrès. Donc, c'est une initiation, tout simplement, pour affûter ses connaissances, sa parole, sa pensée, son action, et donc devenir meilleur. Moi, ça, je l'ai expérimenté beaucoup. Donc, finalement, ça m'a à chaque fois permis de remonter sur le cheval, remonter sur le cheval. Et finalement, aujourd'hui, à 35 ans, j'ai plus d'expérience professionnelle que la moyenne des gens de mon âge et plus de diplômes aussi, parce que je j'ai rien lâché. Après, je pense que j'ai cette persévérance aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on me dit non, non, c'est pas possible, et ça me stimule en fait. À chaque fois que je me prends une claque, je décolle 3 fois plus derrière. Ça, ouais, non, mais je sais pas. Donc j'ai besoin de ça limite pour, tu vois, d'être vraiment sur le fil ou de me casser la figure entre guillemets pour remonter. Je sais pas, il y a un côté stimulant avec ça, quoi. Ouais, tu as beaucoup de résilience et tu as une capacité de rebondir et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, l'échec, c'est quand tu restes sur place, quoi. C'est-à-dire que tu trouves pas l'énergie, aussi nécessaire pour repartir. C'est pour ça que j'aime bien
parlais d'expérience aussi, parce que du coup, l'expérience, comme tu disais, ça permet de capitaliser. Alors même si t'as pas tout réussi, t'as réussi quand même quelque chose, puisque t'as appris des choses. T'as appris des choses que tu peux recapitaliser pour revivre l'expérience et cette fois-ci la réussir. C'est en ça que j'aime bien ce mot expérience, parce que, en tout cas, dans le sport, tu réussis rien du premier coup. Puis si on regarde l'histoire de l'homme, personne n'a appris à courir avant de savoir marcher à quatre pattes, marcher et ensuite courir. C'est forcément la marche, c'est un apprentissage où tu te casses souvent la figure avant comment dire, que la marche, ça devienne quelque chose que tu fais sans même en avoir conscience, c'est la répétition. Et pourtant, tu t'es cassé ta figure un certain nombre de fois, hein, avant de savoir bien marcher. J'aime bien, tu vois, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que pour moi, il est significatif et tout le monde le comprend, cet exemple, puisque tout le monde l'a vécu. Donc, c'est intéressant. L'échec, je pense quand même que ça reste une épreuve, c'est-à-dire que c'est difficile, hein. Parce que là, on est dans le côté, effectivement, mindset, état d'esprit, donc voir le positif de chaque expérience, etc. Mais enfin, dans mon cas, en tout cas, chaque échec a été quand même très difficile, quoi. Je veux dire, ton ego prend un gros coup, t'es déçu, enfin, tu vois, il y a toutes ces émotions quand même assez négatives, la tristesse, enfin voilà, ta confiance en prend un coup, enfin, tu vois, c'est quand même dur, quoi. Il y a quand même ce côté, est-ce que je vais y aller ou pas? Donc c'est Oui, mais à chaque fois, tu y retournes, hein, puisque ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Mais enfin, j'ai pris conscience il y a pas très longtemps, là, je me suis pris un épuisement. Donc en fait, je pense que ce parcours, donc effectivement, aujourd'hui, j'en suis contente, j'en suis fière, etc. Je transmets d'ailleurs dans les écoles, je transmets de plus en plus dessus. Mais au niveau énergétique, ça a été très, très prenant. Là, j'ai eu vraiment 6 mois de grosse fatigue à l'issue de mes 2 masters. Là, c'est peut-être comme le sportif, effectivement, qui termine sa grosse course, qui est vraiment exténué, quoi. Il y a ce côté énergie, j'ai tout donné, je non, suis à en plat. fait, c'est comme une vague souvent. C'est-à-dire que tu te prépares, tu as l'événement pour lequel tu t'es préparé, et bah du coup tu donnes tout ce que tu as tenté, et après bah soit tu as réussi et tu es hyper satisfait de ce que tu as réalisé. Bah, du coup, tu as la décompression parce que bah du coup c'est je sais pas comment dire, c'est ah voilà, tu as réussi ce que tu voulais, mais bon, il y a quand même la décompression parce qu'il y a la fatigue nerveuse derrière qui parce que tu as quand même. Et après, si t'as raté, c'est la même chose. Tu t'es quand même préparé comme celui qui a réussi. Au final, bon, ok, t'as raté, t'as pas eu on va dire raté, t'es pas allé à l'objectif ultime que tu t'étais fixé. Mais du coup, t'as aussi la décompression, mais qui est en plus couplée avec la tristesse de pas avoir réalisé ton objectif. Et derrière, bah, imagine si c'est les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, quoi. Donc, du coup, ça te laisse pas, tu vois, donc ça fait, c'est souvent un peu comme ça. Enfin, en tout cas dans le sport, mais après je pense que dans tout, hein, je veux dire, que ce soit un entrepreneur qui veut réaliser un chiffre d'affaires et qui le réalise pas, ou qui se plante, ou qui dépose le bilan. Enfin, voilà, je pense que tout est une histoire d'objectif finalement, ou de rêve qu'on a envie d'atteindre. Et bah, justement, on va en parler des objectifs, toi, que tu te fixes. Est-ce que tu te les fixes finalement par rapport au challenge que tu te découvres quand on te dit non, tu ne pourras pas arriver à faire ça? La question, c'est que tu m'as dit qu'en fait, dans ton parcours scolaire, souvent, finalement, on t'a renvoyé des messages plutôt négatifs et que du coup, ça t'a challengé, en fait, finalement. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, est-ce que pour te motiver, finalement, tu te fixes tes objectifs, toi, parce que voilà, c'est tes envies, c'est tes besoins, c'est là où tu as envie d'aller, ou très souvent, finalement, c'est des choses qu'on te renvoie en te disant que bah, tu peux pas aller vers là et finalement, ça te challenge et c'est ça, tu les transformes en objectifs comment dire, à mettre en œuvre pour montrer aux autres que bah, ils se sont trompés. Je dirais que là, il y a 2 ans et demi, ma vie a quand même grandement changé. Donc en fait, j'ai plus du tout ces effets, enfin ces commentaires négatifs, c'est même tout l'inverse. Donc c'est un peu l'effet Pygmalion, hein, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup de messages de reconnaissance de personnes qui me félicitent, qui veulent me rencontrer, qui veulent que je témoigne, etc. Donc c'est tout l'inverse, tu vois. C'est un peu les fruits finalement de tout ce travail que j'ai fourni, etc., qui fait du bien. Donc je me rends compte que mon histoire finalement, elle fait du bien. Les gens ont envie que je leur livre parce que bah, je pense qu'on en a besoin. Dans la société, on a aussi besoin d'avoir des messages d'espoir sur ce qui est possible, ce qu'on peut faire, quoi. Tu sais, des discours assez positifs, quoi, tirés vers le haut, quoi, vers ce qui est réalisable, tu vois.
Et donc mes objectifs, je dirais que j'ai changé aussi sur la confiance. Maintenant, j'ai confiance dans la vie. Et ça aussi, c'est une autre relation. C'est que cette confiance dans la vie, en fait, elle m'a complètement fait lâcher les plannings et tu vois, le côté très organisationnel, etc. Je suis plus dans accueillir ce qui s'offre à moi. Et du coup, ça me permet de lâcher prise, en fait, et de juste faire confiance, tu vois. C'est cette confiance dans la vie qui me donne confiance en moi. Ouais, je comprends. Comme aujourd'hui, accueillir le podcast qui n'était pas prévu dans ton planning. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, je me retrouve à la radio, j'en avais jamais fait avant. Enfin, je me rends compte finalement que j'ai un potentiel infini et que je peux faire plein de choses différentes. J'ai découvert que j'avais une intelligence situationnelle, émotionnelle et relationnelle. En fait, c'est du coup ça me permet de me débrouiller. On appelle ça aussi la débrouillardise. En gros, tu me mets dans un contexte, une situation, et je vais réussir à capter ce qui se passe, à comprendre un peu les enjeux, etc. Et donc, je m'adapte et je réussis la mission, quoi. Donc, du coup, je me dis, bien, c'est quand même cool parce que je peux faire ce que je veux, quoi, entre guillemets, m'amuser, quoi. Donc, maintenant, je vois plus la vie comme du plaisir aussi, tu vois, comme de la joie, comme m'autoriser à faire ce que j'ai envie de faire. Et mes rêves, par contre, je les ai écrits. J'ai fait ce travail d'écriture que l'école ne m'a jamais proposé. Donc, ça, c'est assez fou, hein. J'ai passé quand même beaucoup de temps à l'école finalement parce que je me suis beaucoup formée. Et je suis arrivée à 32 ans, je crois, et je me suis dit, j'avais du temps et du silence. Et je me suis dit, bon, ok, c'est cool, t'es surdiplômée, t'as tes masters, tes machins. Est-ce que c'est ça qui te rend heureuse? Pas forcément. Est-ce que tu sais quels sont tes rêves? Finalement, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire dans ta vie? Et donc, j'ai pris le temps de les tracer à l'écrit, tu vois, mais sans aucune limitation mentale, justement. Donc, ça m'a demandé de déconstruire mes croyances limitantes, mes conditionnements, qui étaient bon, hérités de mon éducation, de ce que j'avais vécu à l'école, de mes expériences, aussi un peu du transgénérationnel sur certains sujets. Donc, en gros, ça te demande de balayer un petit peu toutes ces limitations qu'on a tous, hein, plus ou moins. Pour ça, la méditation m'a beaucoup aidée. Donc, j'ai fait du Raja Yoga. C'est la méditation la plus puissante qui existe. Je ne savais pas. Je me suis retrouvée par hasard, si le hasard existe, là-bas. Et donc, j'ai pratiqué pendant 1 an et demi. J'étais seule, tu vois, dans un moment de silence, de calme, de solitude chez moi. Et j'ai pratiqué dans dans un salon, enfin, avec d'autres personnes. Et puis, je pratiquais aussi chez moi. Donc, quand même de façon assez soutenue. Et ça m'a fait décoller, quoi, entre guillemets. Ça a switché mon état de conscience. Ok, ça me fait penser que j'ai oublié de te poser une question. C'est souvent la question que je pose en premier et finalement je ne te l'ai même pas posée. C'est comment tu définis, toi, le mot mental dans ta représentation de ce mot, en fait? C'est quoi pour toi? Ouais, bah, j'y réfléchissais un petit peu avant de démarrer l'interview tout à l'heure. Pour moi, le mental, bien, c'est lié à l'état d'esprit, forcément. Et je pense que c'est ça qui nous permet de réussir aussi dans la vie. C'est pas forcément les diplômes, etc. C'est plutôt effectivement l'état d'esprit qu'on a. C'est-à-dire comment on perçoit les situations, les événements, comment on arrive à les dépasser, à les transcender, tu vois. Donc, c'est cette espèce d'auto-coaching qu'on peut se faire soi-même. Finalement, moi, je suis devenue mon meilleur coach pour moi avant de pouvoir le proposer aux autres, quoi. Mais ouais, voilà, je pense que c'est ça. Après, le mental, dans le côté un peu, bon, plus négatif, ça me faisait penser à l'ego aussi. Parce que tu vois, je parlais beaucoup de l'amour tout à l'heure et il y a le cœur, tu vois, pour moi, l'être humain, c'est le cerveau, donc le mental, qui est plutôt lié au mental. Le cœur, qui est aussi une énergie, c'est l'énergie la plus puissante, hein, du cœur humain, quoi, du corps humain. Et après, tu as le corps, donc l'idéal, c'est d'avoir un alignement de ces trois éléments, de prendre soin des trois éléments. Et pour moi, le cœur reste l'élément le plus important. C'est-à-dire que je suis dirigée, enfin je veux, en tout cas, c'est pas tous les jours facile, mais être dirigée par l'énergie de mon cœur dans ce que je fais. Alors que parfois, mon ego, justement, qui est plus lié à mon mental, veut faire un peu des siennes, tu vois, veut juger, des fois être un peu... Tu vois, c'est le petit hamster qui... C'est comme dans le film, je sais plus quel film, le petit ange et le petit démon. Ils sont... Ouais, voilà. Donc pour moi, voilà, le mental, il est un peu associé à l'ego. Donc c'est ce travail aussi à faire sur l'ego pour qu'il devienne un allié, mais qu'il soit pas le dirigeant, des actions, quoi. Ouais, ouais, je comprends. J'avais un monsieur avec lequel j'ai travaillé bon, quand je jouais au tennis, il s'appelle Sauveur Cuomo et lui, l'ego, il appelait la pieuvre, en fait. C'est-à-dire que, en gros, c'est
t'as plein de tentacules et en fait, si t'as trop d'infos et bah du coup, à un moment donné, bon bah tu te noies dans les infos et ça t'empêche de libérer ton esprit créatif et d'être dans l'action simplement de jouer parce que du coup, ton cerveau, il est pas accaparé par la pieuvre qui va chercher plein de trucs et j'ai toujours gardé ça en tête parce que je trouvais ça intéressant l'idée de la pieuvre. Ah ouais, non, mais c'est un travail de chaque instant, hein. Par rapport à ce qu'on vit, l'ego peut vite se réveiller. Bah oui, en fonction des traumatismes qu'on a pu avoir. Il y a toujours des choses qui peuvent réveiller quelque chose, quoi. Et bon, du coup, tu me parles du mental, donc tu m'as parlé du... Et parler de l'esprit, du cœur et du Oui, corps. mais tu m'as parlé aussi de ce que t'avais aidé, c'est-à-dire faire de la méditation, pleine conscience, c'est ça? Raja Yoga, ouais. C'est la Ouais, c'est ça. méditation de l'esprit, justement. Est-ce que t'as, dans ta manière de te préparer mentalement ou de t'accompagner toi-même, tu disais que c'était ta meilleure coach, c'était toi-même maintenant. Ouais, Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour toi au quotidien ou dans ta semaine qui te fait du bien alors ça, je rappelle aux auditeurs, c'est pas parce que ça lui fait du bien à elle que ça vous fera du bien à vous. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on met en place, par exemple, chez chacun, et puis après vous pourrez tester pour voir si ça vous plaît ou pas et si ça marche ou pas, quoi. Ben, moi, je mets en pratique donc tout ce qui est visualisation, imagerie mentale. Donc, je me prépare psychologiquement d'une certaine façon à certains événements qui peuvent être plus difficiles. Ensuite, il y a des affirmations positives aussi que j'utilise. Donc, que je peux me répéter. C'est-à-dire, en fait, j'ai reprogrammé un peu mon cerveau, quoi. Donc, je m'auto-persuade de certaines choses, si tu veux, avant de les réaliser. Donc, il y a ouais, voilà, les affirmations positives. Et je pense que l'écriture, très puissante, beaucoup plus puissante que la parole. Donc, l'idée, c'est de se les répéter. Donc, c'est par exemple, je suis capable d'écrire un livre. Ça peut être ça. Je suis capable de, je suis fière de moi, je suis une très bonne oratrice, je suis, enfin, tu vois, tu mets tout ce que tu veux derrière le je suis, en fait. Et donc, ça, tu te le répètes. Bon, faut pas être un ordinateur non plus, mais quand on a besoin, quand tu sens que c'est utile. Et le mieux encore, c'est de l'écrire, justement, et d'aller le regarder, de revenir dessus. Comme les rêves, si tu veux, je les ai écrits, donc tout ce qui est écrit reste. Tu sais, il y a la petite citation qui dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc l'écriture est vraiment un acte très puissant quoi pour le cerveau. Enfin en tout cas dans mon cas, hein, c'est comme ça. Donc visualisation, imagerie mentale, affirmation positive. Et après, bah, il y a un côté plus psychologique que j'ai découvert moi. Donc c'est l'inconscient. Donc je pense qu'on peut accéder à notre inconscient. Tu sais, c'est Carl Gustav Jung. Non, Carl Gustav Jung qui en parlait bien. Donc, moi, j'ai l'impression que j'ai pu accéder à mon inconscient, tu sais, et donc j'ai vu à l'intérieur bah, toute mon ombre, si tu veux, tout vraiment le côté dark, quoi, on va dire. Et l'idée, c'est d'accueillir tout ça, de le voir et c'est pareil là, comment dire, d'accepter ça et de reprogrammer un petit peu aussi l'inconscient, tu vois, comme si tu mettais une nouvelle disquette finalement dans le cerveau, parce qu'on est tous, comme tu disais au début, on est tous, comment dire, on est tous empreints de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, etc. Mais on peut s'en libérer. Donc ça demande un travail justement sur le mental, sur la psychologie, sur l'inconscient, sur l'état de conscience aussi. Donc c'est prendre soin de ses pensées. Moi, la méditation m'a beaucoup aidé à ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai vécu 30 ans de ma vie où j'étais complètement inconsciente, quoi. Je n'avais pas du tout conscience de ça. Mes pensées, tout ça, je vivais, tu vois, sans me poser de questions ni rien. Et la méditation m'a vraiment ouvert à ça. C'est comme si j'avais mis la lumière sur mon cerveau, quoi. Ok. Ah ouais, ok, donc j'ai peur de ça. Moi, j'avais peur de réussir, par exemple, tu vois. Ouais, ça me parle parce que souvent il y a des gens qui ont peur de gagner dans le sport, par exemple. Et du coup, au dernier moment, quand ils se rendent compte qu'ils vont gagner, et ben, ils s'auto-sabotent. Ouais, voilà. Donc, au moins, à partir du moment où tu le sais, que c'est conscientisé, hop, tu travailles dessus. Et après, tu deviens qui tu es et puis tu fais ce que tu dois réaliser dans ta vie avec le moins de limitations. C'est vraiment nous et nous-mêmes, quoi. C'est ce que je m'autorise à faire, je suis capable de le faire. Mais Ouais, finalement, c'est ça de devenir ce qu'on appelle aussi le self-leadership, tu sais, ouais. devenir le meilleur maître pour soi-même. Et ça demande de travailler beaucoup.
sur soi. Ouais. Travailler beaucoup sur soi. Et notamment, travailler aussi sur quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais on peut être sujet aussi au regard des autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêtent tellement attention au regard des autres et à ce qu'on peut penser d'eux Ouais. dans le regard des autres, et finalement, souvent, ça les tétanise ou ils osent pas, ils se lancent pas. Il y en a, au contraire, qui, le regard des autres, ils ont, entre guillemets, rien à faire. Et du coup, ils tracent leur chemin et ils disent, bah, si les autres, ils sont pas contents, c'est la même chose. De toute manière, moi, ma route, elle est tracée et ceux qui veulent venir sur le TGV derrière moi, bah, ils me suivent, ils m'encouragent et puis les autres, tant pis. Toi, t'es dans quel, voilà. Est-ce que tu as dû travailler sur le regard des autres? Comment ça a évolué pour toi? Oui, moi j'ai travaillé sur ça effectivement, parce que comme je te disais, j'avais peur de réussir et surtout j'ai compris que la confiance en soi, elle est en tout cas pour les entrepreneurs ou dans le travail, elle est beaucoup liée à la prise de parole. Prise de parole en public notamment. Donc plus tu prends la parole, plus tu t'affirmes, plus tu te montres en fait aussi, plus tu es visible, plus, tu prends aussi confiance en toi en quelque sorte. Donc moi j'avais une grosse peur par rapport à ça. J'ai passé toute une partie de ma vie où j'étais très plutôt réservée, intériorisée, tu sais? Et c'est comme si ça s'était complètement ouvert. Bon, c'est aussi des rencontres, hein, parce que j'ai rencontré énormément de conférenciers, dont mon premier client qui était conférencier international, auteur, coach de dirigeants dans beaucoup de pays, et cetera. Donc c'est le genre de rencontres, qui changent quand même pas mal de choses. Et ce qui m'a mis sur des scènes, et cetera, à parler devant du monde, 350 personnes, et cetera, tu vois? Alors que moi, j'étais plutôt à échouer à l'oral parce qu'il y a 2 de mes gros échecs où c'était l'oral, justement. Et en fait, là, c'est assez incroyable parce que c'est comme si mon potentiel, là, avait explosé. Enfin, je sais pas, c'est comme si j'avais un truc endormi et ça s'est ouvert, tu sais? Donc il y a des timings, hein, parfois dans la vie. Tu vas passer 30 ans à galérer sur un truc, puis des fois, hop, ça c'est le moment, ça s'ouvre et puis tu vois, maintenant je suis à la radio, je commence les conférences, enfin, je pense que c'est que le début. On parlait, C'est on parlait du regard des autres. Ah Sur, oui, le regard des tu t'en autres. étais, comment tu dis, est-ce que c'était quelque chose, tu avais dû travailler dessus, t'en affranchir, ou au contraire, comme d'autres, tu traces ton chemin et tu prêtes pas forcément attention aux autres? Bon, moi, je pense que j'ai eu une hypersensibilité, donc je suis sensible au regard des autres, hein, faut quand même être honnête. Mais aujourd'hui, ça ne me freine plus, je pense, plus trop, en tout cas, dans les projets que j'ai envie de mener. Et je me souviens de ce conseil, justement, de ce conférencier qui m'a dit lors d'une conférence, en fait, bah, c'était la première que j'avais donnée, il m'a dit: «Dans l'assemblée, tu auras toujours 10 des gens qui t'écoutent, qui vont te critiquer à la fin, quoi. Ils vont ne pas t'aimer et qui vont te faire des réprimandes et cetera, quoi. À partir du moment où tu acceptes dans ton esprit, il y aura toujours cette partie-là, dans 5-10 des gens qui vont être un peu aigris, tu vas leur renvoyer justement des choses que eux ne font pas ou voilà, ta lumière, elle va aussi les gêner et cetera. Tu l'acceptes. Donc moi, j'y suis allée en me disant: «OK, bon, ces gens-là, je les écouterai à la fin». Et effectivement, il y en a eu. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand tu donnes ta première conférence, à la fin, tu as Joël, Janine et Françoise qui te disent: «Non, mais quand même, enfin, tu vois? Qui râlent un peu. Bon, faut accepter ça. Hop, à la limite, tu leur renvoies de l'amour, quoi, tu les écoutes. En fait, les gens, ils ont besoin d'être écoutés, hein. À partir du moment où tu écoutes râler Jean-Jacques, Janine et Marcel, tu les as écoutés 5 minutes, tu dis: «Merci, merci pour, ce que vous m'avez transmis». Je Après, voilà, si c'est intéressant, constructif, tu le prends pour toi, puis tu t'améliores avec. Si c'est juste un peu chiant, bon, bah, tu laisses passer. Et puis, tu as 80 des gens, 90 de gens qui sont hyper contents de ce que tu fais, quoi. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un truc qui reste dans ma mémoire. Quoi que je fasse, il y aura toujours des gens qui vont. Bon, finalement, c'est la règle des 90-10 chez toi. Ouais, c'est vrai, on peut l'appeler comme ça, ouais. Mais bon, c'est bien à retenir pour les auditeurs. C'est-à-dire que bon, je pense que on va pas tous avoir des grandes assemblées, mais on va toujours à un moment donné prendre la parole dans un événement, quel qu'il soit. Il y aura toujours, en tout cas, des gens qui l'apprécieront et puis d'autres qui seront des détracteurs et qui seront pas contents. Donc, ça fait partie un peu du quotidien. Moi, puis même, on le vit même quand on est à l'école. À l'école, des fois, tu sais, on fait des exposés. Il y en a qui écoutent pas, il y en a qui rigolent, il y en a qui se moquent. Et ça existe. Ça arrive. Ça arrive souvent, même, en fait. Dès l'école, en fait. Ouais, bah, c'est vrai que là, tu vois, j'ai rencontré 3 personnes récemment et c'est la
ma dernière invitée à RCF qui parle d'harcèlement scolaire. Ah oui, mais ça aussi, c'est assez régulier, quoi. Assez fréquent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans notre vie, bon, tous, hein, plus ou moins, on peut être exposé à de la violence, que ce soit verbale, Mmh. physique ou autre, tu vois, au travail, enfin, soit quand on est enfant, au travail, dans la famille, parfois aussi, c'est douloureux, hein. Ben, c'est de réfléchir à comment, quelle réponse apporter à ça. Et moi, je l'ai expérimenté dans le travail il y a quelques années et du coup, ça m'a fait prendre conscience que finalement, je suis «intouchable» entre guillemets, à partir du moment où je le décide. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un en face de toi qui t'explique pendant une demi-heure, enfin, qui te fait des reproches, des réprimandes, et cetera, complètement fausses. Mais toi, si tu es convaincu que c'est le contraire, enfin, si tu vois, tu peux décider que ça t'atteint pas trop, quoi, aussi. Donc souvent, moi, j'ai remarqué que le silence, c'est extrêmement puissant. Donc je te parlais de la parole, mais le silence, je pense que c'est encore plus puissant en technique de communication. Des fois, de rien dire, c'est un message, c'est beaucoup plus éloquent qu'une parole, finalement, un silence, tu vois. Il y a une technique qu'utilisent aussi certains enseignants, c'est-à-dire que quand il y a trop de bruit dans la classe, à un moment donné, il se tait, il dit plus rien et finalement son silence provoque l'étonnement et le silence de la classe. C'est souvent une technique qui peut marcher. Après, je voulais rappeler, parce que c'est toujours bon de le rappeler, que pour tout ce qui concerne les enfants, le harcèlement scolaire ou l'enfance en danger, il y a des numéros qui sont consacrés à ça avec du coup, des appels qui peuvent se faire avec des gens qui peuvent accompagner. Je parle au 119 pour l'enfance en danger. Je crois qu'il y a un numéro aussi pour le harcèlement scolaire pour les enfants et que du coup, enfin voilà, il faut pas il faut en parler, il faut pas se priver de se faire aider et d'en parler parce que c'est important, quoi, pour s'en sortir parce qu'autrement les choses souvent, elles s'arrêtent pas elles s'arrêtent pas comme ça, quoi. Donc c'est important d'être aidé, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est des numéros qui sont mis en place par l'État et il faut les utiliser si on en a besoin. Je ne peux que approuver. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de ce que tu mets en place pour gérer tes émotions et notamment des émotions en lien avec, la pression qu'on peut ressentir par exemple, ou, du stress qu'on peut ressentir à certains moments. Alors le stress, on sait qu'il peut être de diverses natures. On a le stress qui est plutôt un stress activateur et parce que on a hâte que ça commence, mais il peut y avoir aussi le stress inhibiteur parce qu'on a tellement peur de d'y aller que, bah, du coup, on est tétanisé, quoi. Toi, qu'est-ce que tu fais pour t'aider à gérer tout ça? Je pense que le sport, ça m'aide. Bon, je suis pas une grande sportive, mais j'en fais. Donc pour extérioriser parfois le trop plein d'émotions quand il y a du stress ou qu'il y a des enjeux importants. Donc le sport, après je pense que la nature aussi, ça m'aide énormément de faire des bains de forêt, on appelle ça. Tu sais, tu vas travailler dans un parc ou dans une forêt. Donc ça me fait vraiment du bien parce que en fait dans la nature tout est parfait. Tu sais, ça crée en fait un calme émotionnel parce que tu te rends compte de l'alignement de tout, quoi. Tu sais, la feuille elle tombe quand elle doit tomber, la fleur elle est là où elle doit être. Donc c'est vraiment ça te reconnecte à la nature parce que moi je pars du principe que la terre, l'être humain et la nature, les animaux, tout est interconnecté, tu vois, tout est relié. Ah, c'est un écosystème? Ouais, voilà, c'est ça. Et donc de se mettre dans la nature comme ça te pose, quoi. Tu sais, en tout cas, moi, ça me ressource énormément au niveau émotionnel. Ensuite, le silence aussi, je reviens dessus, mais d'être seule dans le silence, ça me régénère beaucoup et ça me permet justement de comprendre mes émotions, essayer de les accueillir aussi, hein. Je suis pas trop dans le tu vois, si j'ai une tristesse, je préfère la vivre, quoi. Je préfère pleurer un bon coup, laisser sortir ce qui doit sortir. Il y a rien de négatif, tu vois? Quand il pleut dehors, eh ben, c'est qu'il doit pleuvoir. Quand il y a l'arc-en-ciel, c'est qu'il y a l'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment d'accueillir tout ça. S'il y a une colère, bah, d'essayer de la comprendre. Tu sais, on parle aussi beaucoup de calmer son petit enfant intérieur, de se consoler soi-même, hein, parce qu'on a tous notre histoire, nos blessures et tout ça. Donc c'est ouais, de regarder ça. Bon, ça, c'est beaucoup dans l'inconscient, hein. Tu sais qu'on dit que l'inconscient dirige 90% de notre vie. Donc c'est énorme en fait. C'est-à-dire qu'on est complètement dirigé par notre inconscient. Et souvent, c'est dans l'inconscient qu'il y a des blessures émotionnelles, des fardeaux émotionnels qui sont liés à nos épreuves à nous, ou alors à celles de nos ancêtres. Et parfois, on a des émotions qui ressurgissent de là, quoi. Donc, c'est d'accueillir, enfin, d'essayer de comprendre, d'accueillir ça. Et puis, si besoin, de se faire aider aussi, hein, par un coach,
par un thérapeute, par un psychologue, un psychanalyste, pour pouvoir parler, libérer, tu vois, être accueilli dans ces émotions-là. Mais je pense que les émotions, effectivement, c'est fondamental. C'est vraiment, ça devrait être enseigné à l'école. Ouais, c'est de plus en plus enseigné, même pour les adultes, parce qu'on voit bien que dans les entreprises, ce qui crée des problèmes, c'est souvent l'incompréhension, les conflits, et c'est souvent lié à des émotions, parce qu'en fait, bon, tu sais pas, mais Janine est hyper stressée parce que ça se passe mal avec son mari, ou toi, tu arrives à ce moment-là, il y a une crise qui émerge. Enfin, tu vois, tout est comme ça, en fait, quoi. Ouais. Et du coup, il y a vraiment besoin je pense, d'accompagner les gens sur ce sujet. Hein. Je pense qu'on le voit bien, hein, même les gens qui tuent, enfin, tu vois, les crimes qu'on voit, etc. C'est beaucoup de ça. Hein. C'est beaucoup de détresse émotionnelle, de blessures qui n'ont pas été pensées. Tu vois, moi, je m'étais un peu renseignée sur par exemple, les personnes qui ont fait des attentats. Quasiment toutes ces personnes, en tout cas en France, j'avais vu, ont été des enfants maltraités, par exemple. Ok. Donc en fait, on voit bien ce que la violence peut parfois générer. Donc en tout cas, Ouais, généré. hein, Totalement généré. Et puis, je te l'ai dit, j'ai pu faire l'expérience d'intervenir personnellement moi, dans l'école de mon fils et de faire trois fois 1 heure justement sur parler des émotions. Mais l'école de ton fils, carrément, c'est cool ça. ouais, c'était sympa à l'initiative de sa maîtresse l'année dernière. C'était une riche expérience parce que je me suis rendu compte que moi j'ai fait ce travail d'apprentissage des différentes émotions pour que mon fils puisse les identifier et puisse, une fois qu'il les a identifiées, mettre en œuvre des moyens pour les gérer. Alors que du coup, et quand je suis intervenu dans sa classe où il y avait quand même beaucoup d'enfants un petit peu perturbateurs, difficiles à gérer, donc la maîtresse, elle galérait un peu. C'était hyper intéressant parce que quand j'ai fait déjà cette première approche de savoir ne serait-ce quelles étaient les émotions que les enfants connaissaient, Ouais. du coup, déjà, ils en connaissaient pas beaucoup. Et celles qu'ils connaissaient, c'était les plus terribles, tu vois. C'était la tristesse, tous les trucs négatifs, quoi. Pour sortir, tu vois, des émotions comme la joie et tout ça, ça a mis un certain temps, tu vois, à émerger. Et ensuite, tu vois, leur expliquer que comment, du coup, l'émotion arrive, voilà, qu'est-ce que ça produit, comment on essaie de la gérer, qu'est-ce qu'on peut faire comment dire, quand on est enfant pour pouvoir gérer cette émotion, quoi. Est-ce que j'ai un outil pour, quoi, pour comment dire, l'accepter, et cette émotion en faire quelque chose? Est-ce que je vais voir la maîtresse? Est-ce que je lui en parle? Est-ce que je vais voir mes parents? Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Un truc tout bête, j'apprends ne serait-ce qu'à respirer et, et- parce que souvent il y a des gens qui respirent à l'envers. Je sais pas si ça te le fait pas, mais du coup je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants du coup, qui avaient un déficit dans leur manière de respirer. Ils respirent à l'envers, donc ils sont plus en apnée qu'en respiration. Et ça c'est intéressant de s'en rendre compte. Donc c'était intéressant. Donc je pense, comme tu dis, si justement c'est quelque chose qui devrait s'enseigner à l'école. Et de la même manière, en fait, Et même en politique, hein. et en politique aussi, dans l'arène là, Ouais, dans l'Assemblée nationale. ouais, dans l'hémicycle. Ce qui pourrait être aussi intéressant de développer, et puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent la violence physique naît d'un déficit de moyens de s'exprimer par la parole. C'est-à-dire que au lieu d'exprimer son mécontentement par une émotion quelconque, parce on peut en parler, parce qu'on l'a identifié en disant, je suis déçu parce que, j'en sais rien, tu as eu tel ou tel comportement. Quand on n'a pas les mots pour exprimer ça, forcément, on l'exprime par le corps. J'avais pu suivre une conférence de Alain Bentolila qui était hyper intéressante sur le fait que dès son plus jeune âge, il faut acquérir un maximum de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer, mais aussi parler de ses émotions et de ce qu'on vit. Parce que du coup, c'est ça qui va diminuer la violence physique. Et je trouvais ça hyper intéressant. Du coup, ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que du coup, il faut clairement apprendre aux enfants à identifier leurs émotions, savoir les traiter et qu'en faire. Et pour ça, du coup, il faut qu'ils aient un bagage entre guillemets littéraire. Donc, il faut continuer à lire, apprendre des mots, tout ça pour pouvoir aussi s'exprimer et finalement libérer la parole des émotions qu'on vit, quoi. Et pas les libérer par je te mets un coup de poing parce que tu m'as dit un vilain mot et ça m'a pas plu, quoi.
Et je trouve ça hyper intéressant de ce que j'ai pu vivre de cette expérience de 3 fois 1 heure. Et je me dis que bon, voilà, on peut le faire plus on le fait tôt, mieux c'est en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a une question un peu fétiche, c'est qu'est-ce que tu ressens? Ah oui, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, qu'on pose jamais, mais quand il y a une émotion qui sort, tu vois, de Mmh. demander à la personne, mais qu'est-ce que tu ressens là en fait? C'est surtout aux enfants, justement parce qu'ils doivent mettre des mots. En fait, tu dis pas juste ça va, salut, ça va, tu sais, on est dans une société où c'est bonjour, comment tu vas, etc. Non, des fois, juste quand tu vois qu'il y a quelque chose, c'est de dire qu'est-ce que tu ressens là en fait? Tu Mmh. sais, d'essayer de comprendre l'autre en fait, quoi, dans l'émotion, de lui ouvrir la porte finalement pour que. Et puis en parler. Et du coup, tu as raison, ouais, c'est quelque chose qu'il faudrait que ça soit enseigné, hein. De la même manière, tu sais, souvent on dit qu'on parle de préparation mentale. Moi, quand je m'occupais des tout petits au tennis, j'essayais d'intégrer des choses et moi j'appelais ça l'éducation mentale, c'est-à-dire apprendre à réussir. Et alors, comment on fait pour apprendre à réussir? Ben, on met en place des exercices qui facilitent la réussite et au fur et à mesure que tu réussis quelque chose, tu augmentes un petit peu le degré de difficulté pour pouvoir franchir des étapes et te rendre compte que finalement, tu réussis step by step et que du coup, en fait, finalement, donc, tu travailles, tu fais de l'éducation mentale puisque tu apprends non seulement à franchir des étapes de plus en plus difficiles et toujours en gardant ta confiance. Et ça, voilà, tu vois, il y avait plein de petites choses qui me paraissaient essentielles dans le fait de construire, par exemple, un athlète mais dès le plus jeune âge, en lui donnant les meilleures bases possibles. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais voilà, si c'est possible dans le sport, c'est possible à l'école, c'est possible de partout. Et je pense que tout le monde a y gagné finalement à apprendre à identifier ses émotions, apprendre à savoir les gérer pour pouvoir ensuite être des adultes qui savent gérer leurs émotions et qui sont pas voilà, qui réagissent pas de manière impulsive, non contrôlée et qui font n'importe quoi après quoi. Ouais, ouais, ça y est, là, il y a vraiment un énorme besoin. On arrive sur la dernière question que j'ai envie de te poser. Ça fait un moment hein, qu'on blablate, hein. Ouais, mais bon, écoute, on avait des choses à se dire, hein. Souvent, on entend, pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Oh non, je suis pas forcément. Je pense que des fois, justement, lâcher, c'est une force mentale, tu vois, de réussir à lâcher prise. Moi, je l'associe au lâcher prise. Mais après, la persévérance et la détermination, c'est sûr que ça t'amène ça t'amène à des accomplissements, tu vois. Parce qu'après, la réussite, moi, j'ai beaucoup réfléchi aussi sur ce concept, finalement, qu'est-ce que c'est la réussite? Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? C'est pas forcément d'avoir un diplôme, c'est pas forcément d'avoir gagné un match de foot, c'est pas forcément, enfin, tu vois. Donc, ouais, non, moi, tu vois, le ne rien lâcher. Enfin, je suis d'accord dans le sens où ça demande la force mentale d'avoir des qualités humaines, des aptitudes comportementales comme la persévérance et la détermination, pouvoir aller au bout d'un objectif. Et en même temps, des fois, de lâcher prise, bah, ça demande aussi une certaine force mentale, tu vois, de ne pas batailler ou de juste lâcher, quoi, tu vois, de faire confiance aussi à l'imprévu, à la magie de la vie. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, dans cette question, j'ai tellement de réponses différentes. Il y en a qui disent qu'ils lâchent rien, quoi qu'il arrive. Il y en a, ils m'ont dit, je lâche tout. Toujours intéressant, tu vois, d'avoir un peu cette réflexion. L'invité qui m'avait dit, je lâche tout, en fait, ça m'avait vraiment fait réfléchir parce que c'était après plus d'une centaine d'interviews et c'était le premier qui me disait ça en fait. Qui me disait en fait je lâche tout en fait. Ouais. Ouais, tu t'y attends pas. Mental. Et du coup c'était intéressant. Comme quoi on peut réagir différemment, chacun à sa manière à partir du moment où voilà, c'est aligné avec ce qu'on a envie, c'est bien aussi quoi. Alors Sarah, écoute, je tiens vraiment à te remercier pour, pour cette interview. On a passé un bon moment dans cet épisode. On va le conclure de la même manière que tous les précédents, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais partager avec les auditeurs, soit pour les faire réfléchir, soit pour leur faire prendre conscience de quelque chose qui toi t'a aidé, quelque chose qui a de la valeur pour toi et qui pourrait aider les gens qui vont nous écouter d'une manière ou d'une autre. Ouais, ce serait, bah, aimez-vous, quoi. Aimez-vous et puis reconnectez-vous
l'énergie de votre cœur, parce que je pense que c'est la plus puissante finalement de l'univers. Ok, bah écoute, on va tâcher de continuer à s'aimer. C'est bien ça. Et écoute, merci beaucoup. Et ça sera un plaisir d'aller écouter du coup tes prochaines émissions de radio. Comment ça se passe? C'est quoi les perspectives? Ça continue? Ouais. Là, donc j'ai terminé ma première saison là, 1 an, et puis je reprends donc à la rentrée de septembre pour une nouvelle saison, un nouveau calendrier éditorial, donc avec plein de rencontres inspirantes et enthousiasmantes. Donc c'est chemin des possibles, c'est surtout sur des trajectoires de vie un peu exponentielles. Tu sais, des gens qui sont partis de rien, qui sont montés très haut et qui sont redescendus, enfin voilà. En tout cas, des messages pleins d'espoir aussi, d'encouragement, qui font du bien. Et le slogan de RCF, c'est la joie se partage. On parlait des émotions. La joie et l'amour, c'est voilà, c'est 2 émotions, les vibrations les plus hautes qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Et plus on partage ce type de vibrations et d'émotions, plus elles se multiplient, quoi. Donc plus ça nous fait du bien déjà à nous, tu vois, parce qu'on fait du bien aux autres, etc. Donc on revient à ce flux d'énergie, parce que je pense que dans la vie, tout est énergie. C'est vrai. Ça me fait penser à un livre qui s'appelle La contagion émotionnelle. Ah, ça veut dire qu'il faut que je le lise. Contagion émotionnelle. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, ça traduit un peu ce que tu dis. En fait, les émotions peuvent vite se diffuser les uns aux autres, quelle que soit l'émotion. Alors, autant que ça soit de la joie et de l'amour, ça, c'est mieux. Et ouais, mais quand tu vois les enfants, là, tu vois vraiment l'effet miroir. Tu sais, le mimétisme. T'en as un qui fait une grimace, l'autre, il va faire la même. Tu sais, ils sont sans arrêt en train de s'imiter. Et là, par exemple, si je me mets en colère ou que je me mets à pleurer, bah, toi, ça va réveiller aussi chez toi la même chose. Alors que si on est souriant, enfin, c'est aussi simple que Ah ça. Mais oui, du coup, on allait conclure l'émission, mais du coup, mais c'est un truc de ouf. En fait, ça me fait penser à certains pays qui enseignent l'empathie. ah oui, c'est génial ça. Moi, je suis à fond. Ça revient un peu à dire ce que tu dis, c'est-à-dire être en empathie avec la personne qui pleure pour pouvoir l'aider et être dans le même, voilà, comprendre son émotion et pouvoir être en empathie avec. Voilà, c'est des choses aussi qu'on devrait enseigner à l'école. Et ça ferait pas de mal. Ah ouais, ça serait génial, des cours d'empathie. Ah ouais, ça serait bien. Un grand besoin. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Sébastien. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.